Donc je vais vous parler de la scintigraphie de perfusion. La scintigraphie de perfusion myocardique, c'est un examen que vous connaissez bien. Le principe est assez simple. Il s'agit d'injecter un radiotraceur qui va se fixer sur le myocarde de manière corrélée au débit coronaire. Pour analyser cette étude, on utilise généralement une approche visuelle avec une échelle colorimétrique qui va nous permettre de quantifier cette fixation au sein du myocarde. Le problème de cette approche, c'est que c'est une approche relative, c'est-à-dire qu'on va se normaliser par rapport à la zone de fixation maximale. Et si cette zone de fixation est pathologique, on risque de sous-estimer l'ensemble de la pathologie coronaire. En particulier sur les atteintes diffuses, notamment les atteintes tritronculaires, on risque d'avoir une ischémie dite équilibrée et en fait un aspect de scintigraphie normal. Donc pour remédier à cela, on dispose maintenant d'une nouvelle approche. Donc au lieu de passer d'une approche semi-quantitative, on va passer à une approche de quantification absolue du flux coronaire. Ça consiste en quoi? Ça consiste à mesurer directement le flux coronaire exprimé en millilitres par minute par unité de masse au sein du myocarde et aussi calculer la réserve coronaire, ou en anglais la CFR, qui est le ratio entre le flux coronaire en situation de stress et en situation de repos. Cette mesure de quantification absolue, on peut la réaliser soit en TEP, soit maintenant avec des caméras classiques SPECT. En TEP, la problématique est déjà bien connue. Il y a déjà plusieurs études qui ont montré que la quantification absolue du flux coronaire était supérieure à l'approche semi-quantitative en termes diagnostiques et en particulier chez les patients qui présentent une atteinte tritronculaire. Ce qui a été montré aussi, c'est qu'il y avait une très bonne corrélation entre cette quantification absolue TEP et le degré de sténose angiographique, plus ou moins FFR. Il y a des données aussi dans la littérature qui montrent qu'en plus de l'approche diagnostique, on a des éléments pronostiques de la quantification absolue. Et en cas d'atteinte de la réserve coronaire, d'une CFR inférieure à 2, on a une valeur pronostique défavorable en termes d'événements coronaires, infarctus, décès. Il existe plusieurs traceurs de perfusion qui permettent en TEP de quantifier le flux coronaire. Actuellement, en France en tout cas, aucun de ces traceurs n'est disponible hormis protocole de recherche. Ça va peut-être changer dans les années à venir, et en particulier avec le rubidium. Il y a un projet d'AMM en cours, et le fluorpyridase qui est un petit peu plus en retard, en étude phase 3. Il faut savoir que le rubidium, en fait, il est produit juste à côté du CHU Laennec, mais pour l'instant, on n'a pas le droit de l'utiliser, et il est exporté aux États-Unis pour sa commercialisation. Il est fabriqué vraiment juste en face du CHU, mais on n'a pas le droit d'y toucher. Donc pour la routine, pour l'instant, la TEP, on n'y a pas accès. En revanche, les choses ont un peu changé en SPECT, puisque depuis quelques années, en fait, on dispose de nouvelles générations de gamma caméras plus performantes, plus sensibles, qui permettent de réaliser également cette quantification absolue à l'aide des traceurs de routine utilisés pour la perfusion myocardique. Comment ça marche ? Le protocole, ça consiste en fait à injecter le traceur et lancer tout de suite une acquisition dynamique qui va permettre d'enregistrer dans un premier temps un flux vasculaire, une courbe d'activité vasculaire du traceur, puis dans un second temps, une courbe d'activité tissulaire. Donc on utilise en fait des logiciels dédiés qui vont calculer la fonction d'entrée vasculaire, la fonction d'entrée tissulaire, et grâce à un modèle mathématique, je n'entrerai pas dans les détails, qui, selon un modèle d'échange bicompartimental, va permettre de calculer le flux coronaire de manière absolue au sein du myocarde. Donc le protocole, ça consiste en fait
à enchaîner. En général, on commence par les images de repos. On utilise un injecteur pour avoir des bolus bien reproductibles. On lance la première acquisition de repos dynamique qui dure à peu près 6 minutes. Selon les équipes, on peut compléter par une image statique standard pour avoir un peu un référentiel par rapport aux images qu'on connaît habituellement. On enchaîne ensuite par un stress pharmacologique. Donc le patient reste tout le temps sous la caméra. En général, l'agent qu'on utilise pour faire le stress pharmaco, c'est du Rapiscan. C'est un espèce d'analogue à l'adénosine qui est très bien toléré et qui a des très bonnes performances diagnostiques. Donc on enchaîne par la séquence dynamique, 6 minutes, et on termine plus ou moins par la séquence statique standard de 3 minutes. Donc sous caméra, c'est presque plus rapide qu'un protocole habituel, puisqu'on enchaîne les différentes acquisitions et qu'il n'y a pas de délai entre le stress et le repos. Donc après, on va utiliser un logiciel dédié à cette application. Donc pour l'opérateur, il faut surtout vérifier que le logiciel a bien compartimenté le secteur tissulaire du myocarde. Donc on peut ajuster manuellement les tracés sur le ventricule gauche. Donc ça, c'est pour la fonction d'entrée tissulaire. Et pour la fonction d'entrée vasculaire, en fait, on a une ROI, en général en rectangle, qu'on va positionner au sein de la cavité, en intraventriculaire gauche, pour déterminer la fonction d'entrée vasculaire. Et ensuite, le logiciel va calculer directement le flux coronaire absolu. Alors, on peut avoir une représentation régionale, soit par territoire coronaire, donc on a territoire IVA, CX, coronaire droite, soit on peut avoir une approche segmentaire, 17, 20 segments, selon le souhait. Donc le logiciel, là, sur l'approche régionale, va calculer le flux coronaire de manière absolue en stress, le flux coronaire au repos, et va faire le ratio, la CFR, donc la réserve coronaire. Et là, c'est une patiente tritronculaire, et on voit qu'il y a un index de réserve coronaire largement inférieur à 2 qui est souvent le cut-off retenu, en dessous duquel on considère que c'est pathologique. Alors, il y a plusieurs études qui ont déjà commencé à valider un peu l'aspect dans cette application dynamique, notamment nos collègues de Montpellier, qui se sont intéressés à une cohorte de patients tritronculaires connus et qui ont comparé l'aspect dynamique avec la coronarographie et mesure de FFR. Et il s'avère qu'il y a une bonne corrélation entre les mesures de CFR régionales et les FFR. Il y a nos collègues de Caen aussi, qui dans une étude prospective ont comparé la CZT dynamique avec comme gold standard la TEP marquée à l'eau et la mesure de FFR chez des patients qui avaient au moins une sténose à 50% sur un des troncs coronaires principaux, et pour tous les patients, ils ont fait des mesures de FFR dans chaque tronc. Donc pour ces patients-là, ils ont vu qu'il y avait une bonne corrélation entre le flux coronaire en valeur absolue, sauf au niveau de la coronaire droite, où c'était un petit peu sous-estimé. Sans doute lié à des problèmes d'atténuation, d'artefacts. En revanche, ce qui ressortait de l'étude, c'est qu'il y avait une bonne corrélation entre la FFR et les mesures de réserve coronaire. Donc en fait, nous, en pratique, ce qu'on retient, c'est plus le ratio entre le flux au stress et le flux au repos, qui doit être supérieur à 2 pour être considéré comme normal, que la mesure, la valeur absolue, soit en stress, soit en repos. En spectre, pour l'instant, c'est surtout ça qui est retenu comme index déterminant. Alors, qu'est-ce qu'on retient comme indication actuellement ? Pour le suivi des patients tritronculaires, c'est vraiment un examen de choix parce qu'on est sûr qu'on ne va pas passer à côté des ischémies dites équilibrées. Alors, avec peut-être une petite réserve, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire la scintigraphie classique, ça reste quand même un examen qui a une très bonne valeur prédictive négative. Si on intègre aussi des critères indirects, que ce soit les données cliniques, électriques, on a aussi des
outils qui permettent de calculer la fonction, les volumes. Donc voilà, chez un patient qui réalise un effort, on a suffisamment d'outils pour avoir un examen performant. Mais c'est vrai que si le patient ne peut pas faire d'effort, s'il est tritonculaire, c'est peut-être une bonne alternative pour avoir une approche plus performante. Autre indication à retenir sans doute, et qui est référencée dans les guidelines européennes en 2019, c'est le diagnostic d'angor microvasculaire. Alors il doit être retenu quand, dans quelle situation? Chez les patients qui présentent un tableau clinique d'angor, avec une coronarographie normale ou avec des lésions modérées, et si la CFR est pathologique inférieure à 2. Et puis il y a tout un autre cortège de populations potentiellement intéressantes, patients diabétiques, greffés, coronaropathie post-radique, etc., etc. Donc en résumé, on dispose désormais d'un outil très intéressant pour quantifier, non plus de manière semi-quantitative, mais de manière absolue, le flux coronaire. C'est sans doute un examen de choix quand on a une atteinte macro ou microcirculatoire diffuse. Cette technique est déjà validée en TEP, on attend les traceurs. Il semble qu'il y ait une très bonne corrélation entre la TEP et l'aspect. Tout ça mérite bien sûr plus de développement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Frédéric pour avoir tenu le temps. Donc cela nous laisse un peu de temps et de place pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors Frédéric, peut-être je vais en profiter. Dans ton expérience initiale, qu'est-ce que ça a changé en pratique, puisque vous êtes passé d'une scintigraphie entre guillemets ancienne génération à cette nouvelle scintigraphie? Est-ce que vous avez changé votre façon de travailler? Est-ce que ça a amélioré la manière dont vous réalisez ou vous posez vos diagnostics, avec plus de confiance peut-être et des résultats parfois différents de ce que vous auriez eu avec la scintigraphie conventionnelle? Et effectivement, on a eu ça fait à peu près plus d'un an maintenant qu'on a l'expérience de cette activité. On a eu des surprises, c'est-à-dire qu'on était surpris de voir des patients avec des scintigraphies vraiment classiques, tout à fait normales, et puis des CFR très positives. On a, pour certains patients, eu la confirmation que l'approche quantitative était valable, puisque c'est des patients qui ont pu bénéficier de FFR. Donc il y avait une corrélation qu'on retrouvait aussi chez ces patients-là. On a commencé aussi à faire des populations un petit peu plus spécifiques. Donc on a vu, par exemple, des patients avec des antécédents de radiothérapie, qui avaient visiblement des coronaropathies post-radiques sévères, avec des scintigraphies classiques, pareil aussi, qui étaient tout à fait normales. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu aussi un patient greffé. Enfin, tout ça, c'est un petit peu récent aussi. On a vu un patient greffé aussi avec sans doute une maladie du greffon, je pense. Donc c'est vrai qu'on découvre tout un champ d'applications. Donc on essaye pour l'instant de serrer un petit peu les indications. Alors c'est vrai que les tritonculaires, les suspicions d'angor microvasculaire, ça c'est un petit peu nouveau, on en parle de plus en plus, j'ai l'impression, ces derniers temps. Les recommandations sont un peu plus fournies au niveau de l'ESC. Donc voilà, tout ça est très enthousiasmant. Voilà. Oui, Gilles. Qu'en est-il du bloc de branche gauche et de la scintigraphie? Qu'en est-il du bloc de branche gauche et de la scintigraphie? Est-ce que c'est toujours pourvoyeur de faux positifs? Il y a des synchronisations? Est-ce que cette nouvelle technologie change quelque chose? Je vais peut-être reprendre la question. Qu'en est-il du bloc de branche gauche en scintigraphie qui souvent est pourvoyeur de faux positifs? Alors, ces pourvoyeurs de faux positifs, c'est un faux positif qui est vraiment chronodépendant, c'est-à-dire que c'est des hypoperfusions, enfin des hypofixations qui apparaissent chez des patients qu'on accélère. Donc, en routine, en général, on évite de les accélérer, on leur propose plutôt un stress pharmacologique. Donc, maintenant, on n'a pas trop je pense, d'artefacts. Alors c'est vrai que des fois, il y a des patients qui s'accélèrent malgré le stress pharmaco, donc on est un peu plus embêté. Et pour ta question, est-ce que ça peut avoir un intérêt?
Il y a des équipes qui travaillent dessus. C'est des sujets en cours, effectivement. Alors, on s'était posé la question, effectivement, d'inclure ces patients, ces blocs de branche gauche. La limite, maintenant, c'est peut-être qu'on n'a pas assez de créneaux, quoi. C'est ça, en fait. On a vraiment plein d'éducations qui déboulent comme ça. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas ce qu'on avait retenu, mais c'est un sujet sur lequel les équipes travaillent, ça, c'est sûr, ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est on semble aller vers de la quantification dans tous les domaines, y compris en scanner, en IRM, en échographie de stress, pareil. On est assez quantificatif, on va dire, oui. Donc, à ton avis, quelle va être la place au cours des prochaines années de ces 4 techniques d'imagerie de stress? Est-ce que la scintigraphie, par cette nouvelle méthode, va reprendre un peu le leadership qui est bien sûr contesté par les autres techniques d'imagerie qui avancent parallèlement, bien sûr? C'est toujours bien d'être challengé, hein, ça oblige à rester performant. Pour l'instant, moi, je ne vois pas la quantification comme un outil qui va remplacer totalement les approches semi-quantitatives. Comme je disais tout à l'heure, les approches semi-quantitatives restent quand même très performantes. On a quand même un recul de plusieurs décennies sur ces techniques-là. On les connaît, on connaît leurs limites. Donc, bon, c'est vrai qu'en routine, ça reste des examens qui gardent leur place, tout à fait. Je pense que l'approche quantifiée, ça va être le petit plus pour lequel il faudra sélectionner sans doute des populations peut-être particulières, pour lequel voilà, ça va être quelque chose en plus, mais pas quelque chose qui va remplacer, je pense, les techniques de routine qui sont plutôt pas mal. Parfait, merci beaucoup Frédéric. Merci Frédéric pour cette belle présentation.